Bonjour et bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on explore un texte vraiment fondamental, la psychologie de l'intelligence de Jean Piaget. Notre objectif, essayer de comprendre comment, pour lui, notre intelligence prend forme, vraiment pas à pas. Alors, entrons dans le vif du sujet. Piaget y dit que l'intelligence est une forme d'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment notre esprit, comment il s'ajuste au monde? Oui, c'est vraiment le cœur de sa pensée, ça. Pour lui, l'adaptation, c'est un peu comme en biologie, en fait. Il y a deux mécanismes clés. D'abord, l'assimilation. On essaie de comprendre quelque chose de nouveau avec les outils mentaux qu'on a déjà. On intègre, quoi. D'accord. Et puis, il y a l'accommodation. Ça, c'est quand l'assimilation ne suffit pas. Il faut alors modifier nos outils, nos schémas de pensée pour intégrer cette nouveauté. C'est cette dynamique constante, cette tension entre les deux qui nous fait progresser. Ça mène à des organisations cognitives de plus en plus complexes. C'est fascinant, cette idée d'une construction vraiment active. Alors, commençons par le tout début. L'intelligence avant même les mots. Celle du bébé. L'intelligence sensorimotrice. C'est l'intelligence de l'action pure, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ça couvre les 2 premières années à peu près. L'intelligence est entièrement pratique. Elle est liée aux sens, aux perceptions et aux actions, aux mouvements. Le bébé explore, il touche, il manipule. Il expérimente, en fait. Exactement. C'est comme ça qu'il construit des notions fondamentales. Par exemple, la permanence de l'objet. Au début, si on cache un jouet, pouf, il n'existe plus pour lui. Ah oui, c'est vrai? Et puis, progressivement, il comprend que l'objet est toujours là, même s'il ne le voit plus. Mais attention, cette compréhension, au début, elle est très liée à son action pour le retrouver. D'accord, donc l'intelligence naît de l'action. Exactement. Et après, comment émerge la pensée qui utilise des symboles? Le langage des images mentales, même si elle n'est pas encore tout à fait logique. Je pense à la période entre 2 et 7 ans environ. Oui, alors ça, c'est l'étape de la pensée préopératoire. C'est là qu'émerge la fonction symbolique. Donc le langage se développe, l'enfant commence à dessiner, à faire semblant dans ses jeux, l'imagination prend son envol. Le fameux faire semblant. C'est ça. Mais la pensée reste encore très centrée sur son propre point de vue. C'est ce que Piaget appelle l'égocentrisme. Et c'est aussi l'âge où il a du mal avec la notion de conservation. Ah, les expériences de conservation. Le verre d'eau, Exactement. l'exemple classique. On prend un verre A, large et bas, rempli d'eau, on verse l'eau dans un verre B, plus étroit et haut, devant l'enfant. Eh bien, l'enfant de 4 ou 5 ans dira souvent qu'il y a plus d'eau dans le verre B. Pourquoi? Parce qu'il se focalise sur une seule dimension, la hauteur, sans pouvoir compenser mentalement avec la largeur. C'est frappant comme exemple, ça montre bien la différence de logique. Alors comment on dépasse ça? Comment la pensée devient-elle plus logique justement? Ça arrive avec ce que Piaget nomme les opérations concrètes. Ça se met en place vers 7-8 ans. Là, la pensée devient plus mobile, plus souple. L'enfant acquiert la réversibilité mentale. La réversibilité, c'est-à-dire? Exactement. Mais il peut imaginer l'action inverse. Dans l'exemple du verre d'eau, il peut se dire, si on reverse l'eau dans le premier verre, ça redeviendra comme avant. Il comprend aussi la compensation. Le verre est plus haut, certes, mais il est moins large. Et l'identité. On n'a rien ajouté, rien enlevé. D'accord, je vois. Ces nouvelles capacités mentales s'organisent en structures logiques. Des outils pour classer, pour ordonner, pour compter. Mais cette logique reste encore liée au concret, à des objets qu'on peut manipuler ou imaginer concrètement. Donc on maîtrise la logique du concret, mais pour l'abstraction. La capacité à raisonner sur des idées pures, des hypothèses. Comment Piaget voit ce dernier grand saut? Alors ça, c'est l'étape des opérations formelles. Elle émerge à l'adolescence, vers 11-12 ans en général. La pensée peut enfin se détacher du support concret. L'adolescent devient capable de raisonner sur des hypothèses, des propositions purement verbales. Il peut penser sur la pensée, en quelque sorte? Oui, voilà. Il peut explorer toutes les possibilités d'une situation, déduire logiquement des conséquences à partir de prémices abstraites. C'est l'accès à la pensée hypothético-déductive. Un exemple classique, c'est le problème de sériation verbale. Si on dit Edith est plus blonde que Suzanne et Edith est plus brune que Lily, qui est la plus blonde des trois? L'adolescent peut résoudre ça logiquement, même sans jamais avoir vu Edith, Suzanne ou Lily, alors qu'un enfant au stade concret aurait beaucoup plus de mal sans support visuel. C'est clair. Alors, au fond, si on devait résumer l'essentiel de cette exploration de Piaget, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'idée vraiment clé, c'est que l'intelligence n'est pas quelque chose de donné.
de fixe au départ. Elle se construit activement. Elle se développe par étapes, par paliers. Et chaque étape a sa propre logique qui est qualitativement différente de la précédente. C'est ça qui est révolutionnaire. Ce n'est pas juste une question de quantité d'informations en plus. Non, pas du tout. L'enfant n'est pas un adulte en miniature qui sait juste moins de choses. Sa pensée fonctionne différemment, elle s'élabore. Et Piaget a vraiment été un pionnier pour lier la psychologie de l'enfant, la logique et même une perspective biologique du développement, bien avant l'essor des sciences cognitives modernes. Et même s'il s'est beaucoup intéressé à la construction individuelle, il soulignait aussi l'importance des facteurs sociaux. Le langage, les interactions, tout ça joue un rôle crucial. Une construction progressive, donc, influencée par nos actions sur le monde et par nos interactions avec les autres. C'est passionnant. Tout à fait, et peut-être une petite question pour terminer, pour ouvrir la réflexion. Si cette construction par étapes est si fondamentale, si elle a une certaine universalité dans son ordre d'apparition, comment cette connaissance pourrait ou devrait transformer notre manière d'enseigner, d'apprendre, ou simplement notre façon d'interagir avec les enfants, les adolescents, voire les adultes? Excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à tous d'avoir suivi cette discussion sur Confluence. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.